I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I... Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Club M, l'émission qui est d'abord complètement à la bourre et ensuite éclairée, mais alors n'importe comment. Alors que la dernière fois, on vous vendait ici même Monts et Merveilles. On se retrouve le mois prochain en direct de la Croisette, attention, ça va être épique. Nous revoici 2 mois plus tard, dans le même appartement, sans tapis rouge, ni strass, ni paillettes. C'est un petit peu la loose. Vous avez le droit de hurler au scandale puisque clairement il y a tromperie sur la marchandise et promesses non tenues, mais il faut se mettre en tête que tout ça n'est que partie remise, et oui, c'est tout ce que j'ai trouvé pour m'excuser. Mais puisqu'on parle de promesses non tenues, ça tombe bien, puisque les films de ce mois-ci se rêvent tous en symbole de renouveau des genres qu'ils investissent, espérant bien marquer ces derniers de leur empreinte au fer rouge, et comme vous allez le voir, entre les intentions et les résultats, il y a souvent un fossé infranchissable. Et là-bas, comme vous pouvez le voir, les volets sont fermés pour ne pas avoir trop le contre-jour, même si ça ne marche absolument pas. This life is not an easy one. I've made enemies. Powerful enemies. I've put those I love in danger. But the one thing that has haunted me my entire life is finding the truth about my parents. Ce qui est bien désormais avec les blockbusters d'été, c'est qu'ils sont devenus de véritables sujets d'empoigne pour les geeks, chaque gros film faisant l'objet de débats sans fin, débutés des mois en amont, et dont l'issue pour chacun est connue d'avance. Après s'être déchiré sur Avengers et son taux de Whedonnerie bien grasse, après avoir multiplié les questions faussement philosophiques sur ce gigantesque pétard-mouillé de Prometheus, et avant de remettre le couvert le mois prochain avec The Dark Knight Rises, c'est donc Marvel qui sert de nouveau avec The Amazing Spider-Man. Et autant vous dire que là encore, ça va méchamment se tirer la bourre. S'il y a bien une nouvelle qui a mis les forums geeks à feu et à sang en moins de temps qu'il faut pour le dire, c'était l'annonce il y a 2 ans du reboot de la franchise Spider-Man par Sony. Soi-disant parce que Sam Raimi était allé au bout créativement parlant, les studios avaient remercié le bonhomme et décidé de repartir à zéro. La version officieuse parle surtout d'un réalisateur qui avait refusé de se faire marcher sur les pieds, et non seulement de refuser le tournage en 3D, mais surtout d'imposer son méchant après avoir vu le 3e épisode se faire squatter par Venom. Toujours est-il que la franchise redémarre donc bel et bien, avec la volonté d'être plus sombre, plus réaliste, mais aussi plus fun et proche des versions récentes de L'Homme Araignée, comme les comics Ultimate Spider-Man. Pour ce faire, Sony a été pioché dans le cinéma indépendant américain en prenant Mark Webb pour la réalisation, sûrement plus parce que son nom collait vachement bien au sujet que pour sa carrière, puisque jusque-là, le clipper n'avait réalisé qu'une adaptation au cinéma de La Rupture pour les nuls. Bref, alors les amoureux de l'ancienne trilogie s'insurgent, tandis que ceux qui pensent que Tobey Maguire avait une tête de tarte se réjouissent. Ce Spider-Man nouveau débarque sur les écrans, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le débat risque d'être plus vain que jamais. Pur film de producteur, The Amazing Spider-Man est une œuvre très bizarre qui coupe court à ses ambitions annoncées et se range très vite sur un terrain balisé par des dizaines de cinéastes avant lui. Un peu à la manière d'une menace fantôme ou d'un Prometheus, il est difficile de ne pas se référer au Spider-Man de Sam Raimi quand on regarde cette nouvelle version. Vous remarquerez que les exemples précités étaient des préquels liés directement aux films originaux, ce que n'est pas le long métrage de Mark Webb, et c'est bien là le problème. Contrairement à Christopher Nolan, qui avait su proposer une vision inédite d'un héros déjà bien connu au cinéma, Mark Webb peine à livrer une œuvre singulière pour la simple et bonne raison que celle-ci est encore extrêmement empreinte du travail de Sam Raimi. Pas parce que les films sont encore frais dans l'esprit des spectateurs, mais bien parce que ce reboot en recycle un grand nombre d'idées. La plus évidente est le traitement du méchant joué par Rhys Ifans, dont le parcours est un copier-coller de celui du Docteur Octopus dans Spider-Man 2, agrémenté de scènes à caractère psychologique qui rappellent certains passages avec Norman Osborn dans le premier film. De même, les situations font souvent penser à ce qu'on a déjà vu, que ce soit dans les lieux de l'action ou leur contenu, entre le sauvetage de civils sur un pont et un passage rappelant une certaine scène de métro. Ça ne serait pas un problème si tout le film n'était pas comme ça, puisque sans même parler des précédents, The Amazing Spider-Man est une application ultra basique de comment faire un film de super-héros.
De Nolan à Singer en passant par Burton ou même Joe Johnston, on a l'impression d'avoir tout déjà vu 50 fois ailleurs avec ce nouvel opus, dans lequel le mot surprise n'existe pas. À peine une scène commence qu'on sait déjà ce qu'elle va contenir ou raconter, et l'ensemble suit tellement un schéma usité jusqu'à la moelle sans jamais chercher à innover un peu, que l'ennui pointe rapidement le bout de son nez, surtout que contrairement aux cinéastes qui ont donné au genre ses lettres de noblesse, Mark Webb ne semble pas s'y intéresser outre mesure. Extrêmement mécanique dans son déroulement, The Amazing Spider-Man en vient même à bâcler ses passages obligés sous prétexte qu'on les connaît déjà. Ainsi le meurtre de l'oncle Ben, la piqûre de l'araignée ou encore la première apparition du héros en costume sont torchés en moins de 2, tout en essayant de varier un tantinet la formule pour se démarquer des autres films. Cela en devient d'ailleurs grotesque tant certaines scènes rament dans la semoule pour refaire la même chose différemment, avec un scénario qui tire en longueur pour essayer de faire comprendre certaines choses, quand on a déjà compris depuis le début de la scène ce dont il était question. Écoute-moi bien, Peter. Tu as de grands pouvoirs. Et quand on a de grands pouvoirs, et que les autres gens ont besoin de ces grands pouvoirs, c'est important. Et tu te dois de les aider. Parce que les grands pouvoirs, c'est important. Ce manque d'identité se reflète dans la réalisation de Mark Webb, qui, non content de nous refaire des plans de voltige à l'identique, ne sait surtout jamais sur quel pied danser, puisque le tout manque juste d'un vrai point de vue de mise en scène. Les fameux plans subjectifs annoncés depuis le premier teaser sont jetés en pâture çà et là dans le montage, la volonté de réalisme avec le plus de cascades réelles est finalement minime face à de nombreux money shots et certains fonds verts bien dégueux, et surtout, le ton n'arrête pas de changer durant tout le film, comme si Peter Parker était un réel schizophrène. Seems a bit excessive. Le personnage, qui devait être plus proche des récentes versions papier, passe du coq à l'âne d'une scène à l'autre, étant capable d'être compatissant un moment, pour passer les 10 minutes suivantes à être un mec vénère avec une capuche chaussée sur le crâne. Surtout, le héros est incompréhensible dans ses choix, tant il a un don pour se foutre lui-même dans des situations incongrues, même quand le spectateur sait que c'est délibérément con. Tu vois une caisse avec des centaines d'araignées en train de tisser, tu ne rentres pas dedans, c'est-à-dire c'est normal, c'est logique. Et bah Peter Parker... il s'en fout, il ouvre la porte. Salut! Cette facilité de traitement se retrouve d'ailleurs chez d'autres personnages qui opèrent des actions à côté de la plaque, sous prétexte que le film aimerait développer telle ou telle facette de son scénario. Alors attention, je préviens tout de suite pour ceux qui veulent garder la surprise, je vais spoiler un petit peu le film parce que quand même, faut pas déconner. Donc je vais mettre une petite balise spoiler, voilà, un petit mot spoiler. Donc vous coupez le son et quand ça disparaît, je ne serai plus en train de spoiler. Donc spoiler, à la fin du film, quand tu as la moitié d'un quartier de New York qui est en train de se transformer en lézard s'apprêtant à bouffer tout ce qui bouge, tu n'envoies pas tous les flics de la ville chercher Spider-Man pour lui tirer dessus. Alors, il y a la moitié de New York qui se fait bouffer, mais ils s'en foutent, il n'y a aucun problème. Et comme à côté de ça, le personnage de Gwen Stacy n'apporte pour ainsi dire pas grand chose, que le film n'est jamais spectaculaire, et que la musique de James Horner est un hors-sujet total puisque le compositeur nous ressort ce qu'il avait fait sur Titanic, et non, je ne déconne même pas, le tout transpire la commande sans envie, sans passion, et dans laquelle seuls les deux acteurs principaux se donnent dans des personnages inconsistants à l'écriture plus qu'approximative. Enfin, il reste quand même un cameo de Stanley assez hilarant, quelques scènes dans les égouts pas trop mal fichues, mais cela ne relève en rien le design catastrophique du lézard qui ressemble à un mongol, et surtout l'incapacité globale du film à se démarquer de la concurrence. Œuvre complètement inodore et fade, ce Amazing Spider-Man est un petit peu comme une impression de déjà-vu de 2h15, à la différence près que c'était bien meilleur dans nos souvenirs, et qu'il n'y avait pas de Coldplay non plus. Le tout ne parvient pas une seule seconde à susciter un quelconque intérêt, et manque surtout d'une vraie patte, car le vrai problème de l'entreprise au final, c'est d'être un énième blockbuster complètement lambda. Autant dire qu'entre les mastodontes Avengers et The Dark Knight Rises, l'araignée risque de passer inaperçue. Non mais faut arrêter d'écouter le mec, n'importe quoi là, j'ai écouté c'est n'importe quoi, parce que dans ce nouveau Spider-Man là, bah Peter Parker c'est pas un bolos, c'est un mec qui pêche la meuf en un seul coup, en un seul film, t'as vu, beau gosse et tout, tu vois. C'est plus une espèce de tapette, c'est un mec qui fait des blagues et tout, c'est un mec... On passe à toute autre chose désormais, puisque le prochain film de notre sélection est certes réalisé par un geek, mais ce dernier est en pleine crise autoriste. Et oui, c'est lui-même qui aura pu réaliser Spider-Man il y a 10 ans, qui a écrit des épisodes de Daredevil, et qui surtout a su toucher les nerds du monde entier, j'ai nommé Kevin Smith, et de retour ce mois-ci avec Red State, qui sort directement en DVD et Blu-ray. Ah, qu'elle est loin, l'époque où ce cinéaste à la carrière générationnelle était un sérieux prétendant à la succession de John Hughes, avec ses sublimes Mallrats et Clerks.
On en viendrait presque à croire qu'il a donné son chant du cygne avec le génial Clerks 2, puisque sa carrière a depuis fait un virage à 180 degrés, amorcé par la commande Top Cops, dont beaucoup gardent un souvenir douloureux. Faut avouer à demi pardonné, puisque ce cher Kevin a avoué sans complexe que le projet, son premier fait pour un gros studio, n'était qu'une question de gros sous afin de produire Red State qu'il tentait de monter depuis des années. Mais alors Red State, de quoi est-ce que ça peut bien parler pour que le bougre en soit allé jusqu'à se vendre à un studio? Sorte de slasho survival horrifique, alimenté au brûlot politique anti-fondamentaliste religieux et patriotacte, le nouveau Kevin Smith démarre sur une bande d'ados écumant les annonces coquines sur internet pour aller se dépuceler en bande auprès de la première gourdasse venue. Sauf que la gourdasse se trouve être une redneck au service d'une famille ayant un peu trop tiré sur la Bible, poussant les trois couillons dans une histoire sordide qui va vite dégénérer. Sur le papier, il faut bien admettre que Red State avait de sérieux atouts. On connaît la patte incroyable de Smith au dialogue et sa capacité à jouer ouvertement de la religion comme il l'avait déjà fait dans le politiquement incorrect et loufoque Dogma. Aussi, le réalisateur a jusqu'ici toujours été appliqué dans sa mise en scène, capable d'embrasser son sujet et de le nourrir intelligemment. Ça peut dire la situation quelque peu étrange dans laquelle on se trouve après avoir vu son nouveau bébé, qui certes n'est pas dénué de qualité, mais se pose surtout comme un sacré coup dans le vent. La raison de cette faiblesse relative vient du traitement général du film, quand bien même celui-ci est plus ou moins en rapport avec le sujet. Pointant du doigt une Amérique rongée par la violence omniprésente dans tous les milieux, le film ne se focalise pas sur des personnages en particulier et va présenter au fur et à mesure une galerie de plus en plus large. Le tout est orchestré évidemment pour dénoncer une société dans laquelle l'être importe peu et est interchangeable, mais c'est tout de même bien dommage pour le spectateur qui du coup survole un peu cette histoire sans avoir d'attache réelle, excepté pour le personnage de John Goodman qui arrive seulement à la moitié du film. En attendant d'arriver là, il faut donc se coltiner 3 ados couillons et des rednecks bien méchants, puisque le film n'est pas avare sur la caractérisation de chacun. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère même, se devant de faire comprendre de quoi en retourne chaque rôle du film le plus rapidement possible. Du coup, comme la nuance ne fait pas partie du vocabulaire de Red State, les ados obsédés sont des ados obsédés, le bon flic est un bon flic, les méchants rednecks sont des méchants rednecks, et l'administration corrompue, je vous le donne dans le mille, est une administration corrompue. Cette finesse de traitement se retrouve dans le déroulement de l'histoire qui s'avère étrangement linéaire quand même le film navigue entre différents genres. L'évidence recherchée finit par nuire au tout, tant les événements qui se déroulent sous nos yeux sont prévisibles, le film enchaînant les situations ultra balisées, tel le flic qui discute innocemment avec le super méchant tandis qu'à quelques mètres de là, des innocents font tout pour s'en sortir. Du coup, on est bien content lorsque la deuxième partie démarre enfin, avec un long affrontement entre redneck et flic, permettant au film de bourriner gentiment, tandis que John Goodman, comme toujours excellent, tente de rattraper l'attention du spectateur. À y voir de plus près, on peut d'ailleurs résumer le long métrage à l'action qui rythme cette deuxième partie. Brillante, un rien gratuite et surtout très facile. Car Kevin Smith présente un constat en début de long métrage et ne le fait jamais évoluer. Ainsi oui, les idéologies religieuses extrêmes peuvent être dangereuses, tout comme certaines lois du gouvernement quand elles sont appliquées de manière radicale. Oui, la liberté d'utilisation des armes aux États-Unis n'a fait que gangréner la nation en la poussant dans la violence facile et dramatique. Enfin oui, cette guerre d'idées n'a pas forcément de bon ou de mauvais camp, tant chacun ne fait rien pour s'améliorer. Certes, le réalisateur ne diabolise pas un côté plus qu'un autre, mais à vouloir tirer sur tout ce qui bouge, il finit par affecter la puissance de son propos si tant est qu'il en est vraiment un, comme en témoigne le constat relativement facile attendu les clichés de la chose, au cœur d'une dernière partie sortant les gros sabots. Enfin, il reste quand même des mecs qui se prennent des balles à tout bout de champ. Il y a de longues tirades dangereuses. God loves you. God loves everybody. But if God to drown the entire world except you know this like sound like a God that loves you. Et il y a aussi des mecs qui se prennent des balles à tout bout de champ. Pas sûr que ça suffise pour rester dans les mémoires, mais au moins le bougre aura le mérite d'essayer. Dans la catégorie des charges pas si virulentes que ça contre une Amérique aux valeurs perverties, Red State se pose là. Par la lourdeur relative de son traitement, son intrigue balisée et son mélange des genres peut-être pas aussi pertinent que prévu, le nouveau Kevin Smith n'est pas eu de bonnes intentions, mais ne dit finalement pas grand chose. Puis franchement Kevin, on préférait quand tu déconnais. On my way this night. And my Savior that you comfort me. I said I wanna rock. I wanna rock. Et nous voici pour la troisième partie de l'émission avec Fred, bienvenue chez nous. Ouais, merci pour l'invitation. MyScreen.fr, très bon site qualité, absolument. Et avec toi, nous allons parler d'un film pas du tout à ton puisque c'est Rock Forever. Et alors, première question, est-ce que tu penses que le rock pour toujours, c'est vrai? Vu le film Vu le film, évidemment. Si, pour Tom.
Pour Tom. Pour Tom, ça marche, sinon le reste, c'est pas possible. Alors, il s'agit bien évidemment du plus grand scientologue du monde, Tom Cruise. Hein. Et donc grand rocker. Et grand rocker, ouais. Ouais. Grand rocker, une espèce de star, de rockstar à l'ancienne, avec les cheveux longs, avec la démarche complètement folle. Complètement drogué, bourré, à poil. Mais pas dans le film. Enfin, à poil, on suggère Mais que c'est à poil, mais... Non, vous attendez pas à voir Tom Cruise à poil, vous ne verrez jamais une seule personne à poil dans le film. Pourtant, il y a des stripteaseuses, il y a plein de trucs. Ah, il est stripteaseuse, mais habillée. Voilà. C'est le concept aussi. En fait, c'est déjà des points pourris dans Rock Forever, c'est que c'est un film qui se veut très rock, qui se veut très choc, qui se veut très machin. Et en même temps, c'est un film américain, c'est PG-13, faut pas choquer, donc tout le monde est habillé, hein. Il y a des scènes de sexe avec des sous-vêtements et même des vêtements, on se demande comment ils font, et tout un tas de choses comme ça. Donc ça se veut rock, mais ça l'est pas tellement. Non, c'est même plutôt Glee ou High School Musical. Voilà. C'est, on écoute, en fait, on écoute la BO, on se dit, ouais, c'est cool, ça donne la pêche et tout. Bah, ils ont téléchargé la musique bien. Voilà, à la base, les musiques sont censées être Il y a au moins un peu rock. il y Quoi. a des Leppard, des trucs comme ça, il y a un peu de Bon Jovi, je crois aussi. Enfin... Donc quand tu écoutes la BO, ça donne plutôt la pêche. Et en fait, quand tu vois le film, Tu vois les images quand tu vois les images, eh ben, Ça ça donne moins la pêche. Alors normalement, c'est l'inverse qui devrait se produire, quoi. Normalement, les images devraient entraîner le truc en plus et tout. Là, non, c'est plus là, quoi. Alors faut préciser un truc, c'est que c'est réalisé par le mec qui a fait Hairspray. Ouais. C'était une comédie musicale avec John Travolta en gros, etc. Et donc c'était tout gentil, tout mignon, et là, c'était peut-être pas la meilleure personne pour faire un film sur le rock. Non, ouais, Airspray, c'était plutôt sympa, c'était très frais. Mais là, non, pour le rock, ça marche pas, quoi. On a l'impression que le gars, il sait même pas filmer, ça sent pas la sueur, ça sent pas l'alcool, ça sent pas le vomi. C'est pauvre, quoi. C'est vrai que déjà en termes de musique, alors déjà le montage du film part complètement en sucette par moment, et des séquences qui sont montées au mépris du bon sens, quoi. Avec des plans qui reviennent qu'on a déjà vu il y a 3 secondes plus tôt, et en fait ils te font un zoom de l'image, puis ils te remettent le plan, enfin, qui n'a vraiment aucun sens. Ouais, bah, il arrive pas à capter l'ambiance, la fièvre du rock, quoi. Puis en plus, très souvent, je sais pas si t'as remarqué, mais on voit pas les gens chanter. On Au voit, moment on où voit il pas les gens parle, chanter, on voit il pas les filme gens leur jambe. danser non plus. On voit pas les gens sauter de scène ou quoi que ce soit. Ouais, est-ce qu'on voit quelque chose dans le film au final? Non, mais moi ce qui m'a marqué, c'est la fameuse scène où la nana, dont on se rappelle plus le nom parce qu'elle est complètement conne. Julianne Hough, Voilà. enfin qui est jouée par Julianne Hough, qui est aussi une nana dont on se souviendra pas dans 2 semaines. Mais Bah, c'est pas faut grave. dire que je crois qu'elle a été reconnue parce qu'elle a été trouvée par The Dancing Voice, with the Stars, ou un truc comme ouais, ça. un truc comme ça. Donc forcément, talent d'actrice, on passera dessus. En plus, elle avait joué dans le remake de Footloose. Donc c'est-à-dire qu'elle insiste dans la comédie musicale New Wave. Elle insiste. Et Il y en a qui devraient pas. C'est plus ça qu'elle est un peu bizarre. Et donc, elle va se mettre à faire du striptease, et là, elle est en maillot de bain, mais une pièce horrible. Qui couvre plus de corps que quand elle avait sa jupe, tu vois, c'est le concept du striptease. Voilà, et le réal, il veut filmer le club du striptease, et en fait, on a juste l'impression que c'est juste un bar et que toutes les stripteaseuses sont dans l'ombre. C'est ça que c'est du sous Moulin Rouge pour le coup. Mais en fait, on peut dire qu'il y a 2 films. T'as le côté Rockford, Never, je te donne ce jeu de mots, je sais qu'il est de toi. Vas-y. Donc avec la fameuse nana et son petit copain, donc là c'est vraiment Glee, c'est une mièvre, c'est gnangnan, c'est oh le rock c'est super cool, machin, et il se passe rien. Ouais. Et il y a la deuxième partie du film. La deuxième partie, bon, c'est un d'arcade et machin, hein, faut arriver à... En fait, faut remonter le film. Voilà, c'est ça, il faut Faut n'avoir que 3/4 d'heure. le Tom Cut. Et non, en fait, tout ce qu'il y a de bien, c'est le duo de Russell Brand et Alec Baldwin, qui est juste énorme. Qui s'éclate comme des petits fous. Voilà, tous les deux, ils vont super bien ensemble. Et évidemment, Tom Cruise, qui est juste immense. Énormissime. Immense. Il sauve pas le film à lui tout seul, mais il lui donne ses bonnes scènes. Bah, ça veut dire que le film vaut le coup d'œil juste pour Tom Cruise, quoi. Parce qu'à côté de ça, Et c'est là qu'on voit le talent immense de Tom Cruise par rapport aux 2 acteurs débutants. C'est assez... Voilà, la différence est assez flagrante, quoi. Et en plus, il y a quand même un truc qui est assez horrible. Alors déjà, on a parlé de Mary J. Blige, mais il faut quand même dire, et ça, moi personnellement, ça m'a beaucoup choqué. Elle a une tête de trans. Elle a quand même un... Voilà. Non seulement elle regarde tout le temps la caméra parce qu'elle pense qu'elle est dans un clip de R&B, mais en plus, elle a... Chanter comme ça, Elle dit quand même très mal. elle se prend pour Tina Turner après aussi. Aussi, ouais, bah, elle fait ça. Les épaulettes, tout ça. C'est vrai, voilà. Et en plus, il y a ce côté, là où, d'un côté, le film en fait est pas détestable dans le sens où on sent qu'ils mettent de la bonne volonté pour refaire un peu la comédie musicale générationnelle comme on a pu en avoir peut-être. Bah, on sent qu'ils essaient de s'amuser, quoi. Catherine Zeta-Jones, elle leur fait des caisses, puis elle s'amuse. T'as Il y a Paul... aussi Bryan Cranston qu'on avait vu dans Drag. Voilà, qui s'amuse aussi. Malcolm, T'as Paul il- Giamatti qui s'amuse aussi avec son téléphone qui est énorme, des années 80, quoi.
Mais sinon, à part ça... Bah déjà, on n'a pas franchement l'impression que dans les années 80. On a mis 2-3 accessoires. Non, il y a un truc qui joue beaucoup plus dessus, quoi. Ça, pour le coup, l'ambiance n'est pas hyper reproduite. Non, en fait, le problème, c'est quoi, au final, moi, je me suis pas fondamentalement fait suer devant le film ou quoi, mais... Non, mais 2 heures, c'est long, quand même. Mais 2 heures, c'est long, un petit peu quand même, et surtout, il n'y a pas une scène culte, il n'y a pas une chanson dont tu te souviens, ok, Tom Cruise est fun, et Alec Baldwin et Russell Brand s'amusent, mais au final, tu ressors, tu l'oublies immédiatement. Tu t'es pas franchement éclaté non plus, hein, c'était pas la folie. Non, il y a juste Tom Cruise qui m'a éclaté. Voilà, Tom Cruise il est pas sur la forme de tout le film. Il est plus là que mais pour moi, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un caméo. Il a il a vraiment un vrai rôle qui tient, et voilà, non, il y a vraiment des très très bonnes scènes. Et donc voilà, en fait c'est un film forcé. Sachant que quand même l'un des compositeurs de la musique originale, bon je sais pas où elle est parce que toute la musique du film c'est des chansons qui ont été reprises, mais ce monsieur-là avait travaillé sur Glee. Donc... Des formations professionnelles. Ça doit être ça. Voilà, donc si vous aimez beaucoup le rock des années 80, faut pas trop aller voir le film quand même, parce que ça peut faire mal aux oreilles. Bah disons qu'il vaut mieux aller revoir Tenacious D, Rocky Horror Show, des films comme des vrais films rock quoi. Bon, faut prendre un peu sur votre amour propre éventuellement. Et Tom Cruise essaiera de sauver la mise, mais pas complètement non plus. Voilà, donc si à la fois vous êtes rock et que vous n'êtes pas Tom Cruise, là c'est même plus la peine. Ah, c'est pas simple. Ouais, vous allez souffrir. Donc Rock Forever au final. Bah Rock sans fever quoi. Il l'a sorti. Il l'a sorti. Oui. Et cette émission du mois de juin est terminée et on vous y a parlé tout d'abord de The Amazing Spider-Man. Bon, alors, si vous allez une fois au cinéma et que vous payez 10 € chaque fois, vous vous dites super, il y a un Spider-Man qui sort, en fait vous l'avez un petit peu déjà vu, mine de rien, donc allez voir autre chose. C'est quand même pas un grand film, on a un peu déjà tout vu ailleurs et en mis en Andrew Garfield qui met de la bonne volonté, c'est vraiment oubliable. Ça se regarde bien, quand même. Bon, il y en a qui ont trouvé que ça se regardait, mais c'est pas ouf quand même. Non, pas ouf. Voilà. Sinon, Red State. Voilà. Et sinon, le troisième film du mois, donc Rock Forever. Qu'il faut éviter. Sauf si on est fan de Tom Cruise, quoi. Si vous êtes fan de Tom Cruise, allez voir Rock Forever, et sinon, n'allez pas le voir. Et en parlant de Tom Cruise, quelle transition magique, puisque dans les Blu-ray, alors on s'attrape un petit peu sur le mois de mai, alors, le premier Blu-ray, Mission Impossible Ghost Protocol, on nous en avait pas parlé dans l'émission, on avait fait la critique directement sur Cloned. Mais il est mieux que Rock Forever. Et on a plus le vertige dans ce film-là que dans Amazing Spider-Man quand même. Ouais. C'est important de le Et préciser. que dans Rock Forever aussi. Et que dans Rock Forever, Il y a plus de Tom Cruise. plus de vertige, plus de tout en fait. Voilà, c'est Si mieux. vous voulez voir un truc mieux que Amazing Spider-Man et Rock Forever, vous achetez le DVD de Mission Impossible, le Blu-ray même. Et sinon, le deuxième Blu-ray qu'on rattrape un petit peu, bah, c'est Millennium de David Fincher. Alors il y en a ici qui ont un petit peu de mal avec l'histoire, mais ça reste quand même techniquement assez monstrueux et si vous aimez David Fincher de toute façon, vous l'achèterez. En plus c'est blindé de bonus hyper intéressant. Puis même si vous aimez pas l'histoire, il y a toujours le générique qui déboîte. Et il y a toujours un générique qui déboîte, encore plus en Blu-ray. Donc voilà, en plus là c'est la super édition qu'on peut acheter sur un site dont je ne citerai pas le nom. Et sinon dans les comics du mois, chez Glénat Comics sort Fairy Quest qui est une espèce de réinterprétation de vieux contes, une version un petit peu plus moderne, c'est dessiné par Humberto Ramos qui est un monstre et écrit par Paul Jenkins, donc chez Glénat Comics qui sort des comics désormais chez Glénat. Et donc c'est très sympa, et comme on parle de Spider-Man et d'Humberto Ramos, si vous voulez lire du Spider-Man, on vous conseille le Marvel Deluxe qui était sorti chez Panini Comics, donc le Cauchemar, avec du Spider-Man dessiné par Humberto Ramos, tout mignon, tout beau. C'est hyper pulp, c'est hyper fun, c'est du très très bon Spider-Man, donc si en sortant du film vous dites « je vais lire du Spider-Man », et bien vous achetez ce petit tome, et vous lisez les autres comics, parce que les comics, ça n'est pas qu'au cinéma. Non, les comics, c'est bien. Les comics, c'est très très bien. D'ici là, merci Fred d'être venu parmi nous. Ouais, de rien. J'espère que tu reviendras. Bah, avec plaisir. Et d'ici Mais là... pour un bon film, pas. Je te promets. Donc on retrouvera Fred bientôt pour un bon film. Et d'ici là, portez-vous bien. Et on se retrouve le mois prochain. Ciao. Turn it down.